Bienvenue à nouveau, chers Félixiens et Félixiennes. Nous sommes Victoria et Kirsten avec Kevin en technique et vous écoutez votre radio étudiante Saviez-vous? Cette semaine, nous jetons un coup d'œil à notre passé. Ce sont les anciennes civilisations. Qui ne s'intéressent pas à l'histoire de l'humanité aux différentes époques du passé, nous aussi, un jour, nous ferons partie du passé. Espérons être un bon exemple pour les prochaines générations. Débutons alors. La Grèce antique fait référence à la civilisation des peuples, de la langue et de la culture grecque durant l'Antiquité. L'histoire de cette civilisation est divisée en 4 époques, l'époque archaïque, classique, helléniste et finalement romaine. Tout a commencé après la période sombre qui suit la chute de la civilisation mycénienne au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est là que la Grèce a commencé à émerger en commençant par prendre leur alphabet pour commencer leur civilisation. C'est à ce moment que les premiers textes, proprement dits grecs, sont apparus. La Grande Grèce commence aussi à se développer avec des cités, de petits territoires indépendants et politiquement structurés qui se forment partout en Europe et même en Asie mineure. Pour l'époque classique, elle débute au 5e siècle avant Jésus-Christ quand les Grecs parviennent à repousser les troupes de l'Empire perse lors des guerres médiques. Cette période est aussi appelée l'âge d'or de la Grèce antique. À Athènes, ils ont même développé la première démocratie. C'est aussi quand le style d'écriture, la tragédie, se développe avec des auteurs comme Socrate. L'époque hellénistique commence avec la conquête d'Alexandre le Grand. C'est à ce point dans l'histoire grecque où leur culture commence à se diffuser dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Avant, les Grecs croyaient que s'ils répandaient leur culture et éduquaient les barbares, comme ils les appelaient, un jour ces mêmes personnes viendraient les dominer et détruire ce qu'ils avaient construit. Cependant, à cette époque, cette vision change drastiquement au point où la culture grecque se transforme en s'enrichissant davantage par les apports du monde extérieur. Ils en répondent aussi parmi les autres, en particulier avec les Romains, et avec lesquels ils forment une base de la culture occidentale dans le bassin méditerranéen, la culture gréco-romaine. Finalement, ils avaient raison, puisqu'en l'an 146 avant Jésus-Christ, et après que les Romains fassent semblant de laisser les Grecs être indépendants, ils détruisent la ville de Corinthe et conquièrent la Grèce comme une province de l'Empire romain. C'est là la partie historique de la Grèce antique. Mais il y a aussi le côté culturel. Leur religion était polythéiste, sans texte sacré, ni dogme, ni d'institutions religieuses, ce qui est assez particulier. Le panthéon grec comprenait 12 divinités principales appelées les Olympiens. 3 d'entre eux s'appelaient les Grands Trois et comprenaient les 3 figures qui se partagent le monde, dont Zeus, dieu de la faute, régnant sur le ciel, Poséidon, dieu des mers, des océans et des séismes, et enfin Hadès, maître du monde des enfers. En plus des 12 principaux, il y avait des divinités mineures à qui on n'accordait presque aucune importance. Les Grecs ont aussi joué un rôle déterminant dans l'évolution des sciences. Ils ont fait progresser les mathématiques, la trigonométrie, la géométrie, la physique, la chimie, l'astronomie et la géographie. Ils atteindront un niveau qui ne sera dépassé qu'à la Renaissance. Dernièrement, il y a les arts. Les Grecs ont influencé l'art romain, celui de la Renaissance et une grande partie de l'art moderne et contemporain de l'Occident. Même de nos jours, les monuments grecs sont admirés par des milliers de touristes par année. Une des civilisations les plus importantes du passé est l'Empire romain. À son époque, elle était la puissance mondiale la plus développée, ayant construit des infrastructures que nous utilisons aujourd'hui et ayant laissé des traces visibles dans nos sociétés. Voyons un court résumé de l'histoire de cet empire et quels impacts il a eu sur notre monde. Selon la légende, 2 frères, Romulus et Rémus, auraient été recueillis par une louve. Quelques années après, les 2 frères ont eu une dispute sur le lieu d'établissement de leur ville. Romulus a tué son frère, a donné son nom à la ville qui sera construite le long du Tibre en 753 avant Jésus-Christ et en devenu le premier dirigeant. Ce peuple a aussi inventé la langue latine, modifiant la langue des Grecs pour leurs besoins. Le dernier de ces rois a été chassé du pouvoir en 509 avant Jésus-Christ après un scandale. À partir de ce moment, pour éviter que le pouvoir soit détenu par un seul individu, les chefs de Rome furent 2 consuls élus par un sénat formé de 300 membres. La durée du mandat des 2 consuls était de 1 an chaque. C'est durant les prochains 2 siècles que la République romaine fut formée, ainsi que la création des premières lois écrites. Entre 390 et 149 avant Jésus-Christ était la première période d'expansion territoriale de Rome, qui n'était alors qu'une ville. Une fois un territoire conquis, au lieu de soumettre les habitants à son autorité, Rome entrait en alliance avec eux. Ces alliances les bénéficieront énormément lorsqu'ils tenteront d'étendre leur influence. Vers l'an 49 avant Jésus-Christ, après avoir gagné ses conquêtes, Gaius Julius César, plus communément appelé Jules César, est rentré en guerre civile avec son adversaire, Pompée, un autre général romain. Pendant cette guerre, César a étendu le territoire de Rome, a donné le trône égyptien à Cléopâtre, lui a donné un fils et s'est emparé de toutes les positions politiques lors de son retour à Rome. Les sénateurs de Rome l'ont assassiné en l'an 44 avant Jésus-Christ.
14 ans après, le petit-neveu de César, Octavius, qui a pris le nom d'Auguste, est devenu le seul dirigeant de Rome. Il en est devenu le premier empereur, non pas en abolissant la République, mais en prenant contrôle de presque toutes les positions politiques disponibles, rendant son pouvoir quasi absolu. Les empereurs ont continué d'être les dirigeants de Rome jusqu'à la chute de l'Empire de l'Ouest en 478. Même de nos jours, nous pouvons voir les impacts de cet empire disparu il y a plus de 1000 ans. Les routes en pierre construites par les Romains déterminent encore les routes de transport européennes. Le latin a été la base de la création des langues comme le français, l'espagnol, le portugais et l'italien. Pour ce qui est des lois, l'habeas corpus, le fait d'être innocent jusqu'à preuve du contraire, était une idée romaine. Finalement, l'Empire romain, surtout lors de ces dernières années, a grandement aidé la propagation de la religion chrétienne. C'est assez impressionnant que même après tout ce temps, une civilisation d'une autre époque a un tel impact sur le monde. Nous aussi nous laissons nos traces sur le monde. Mais posons-nous la question suivante. Ce que nous faisons actuellement, est-ce vraiment l'héritage que nous voulons laisser aux générations futures? Des maîtres de la guerre, les Vikings sont une autre civilisation qui s'est éteinte. Les Vikings étaient des explorateurs, commerçants, pillards, mais surtout pirates scandinaves. Ils vécurent du 8e siècle au 11e siècle. Cette période a été nommée l'âge des Vikings. Ils sont appelés Normands, Vikings ou la civilisation scandinave. Ils sont restés païens jusqu'au 10e siècle où ils ont adopté la religion nordique ancienne. Des explorateurs réputés, ils contribuèrent à atteindre les côtes atlantiques de l'Europe. Ils atteignirent la Méditerranée, l'Orient et même l'Amérique qu'ils appelaient Vinland. Ils créèrent des comptoirs commerciaux et des colonies sur les îles Féroé, l'Orcade, l'Islande, le Groenland et encore plus. Ils fondèrent de nouveaux États en Normandie et en Russie. Ils assimilaient les pays colonisés. Et vers à l'Amérique vers l'an 986. Un navigateur groenlandais fut dérouté par une tempête qui lui poussa vers des terres inconnues. Autour de 20 ans plus tard, Leif, le fils de Éric le Rouge, partit en expédition pour vérifier le récit du navigateur. Après avoir voyagé pendant des jours, il aperçut des montagnes et des glaciers, comme les récits les avaient décrits. Au 19e siècle, des conclusions d'érudits s'avancèrent disant que les navigateurs normands auraient trouvé l'Amérique environ 500 ans avant Christophe Colomb. Pour prouver leur hypothèse, les chercheurs tentèrent de trouver des preuves de la présence des Vikings en Amérique. En 1898, une pierre unique fut découverte à Kensington, aux États-Unis, mais son authenticité n'a pas encore été assurée. En 1930, de l'équipement de guerriers fut trouvé en Ontario. En 1960, deux archéologues norvégiens, Helge et Anne Steen-Engstad, trouvèrent des vestiges d'habitations vikings sur une île de Terre-Neuve, Nance aux Meadows. Ces vestiges étaient constitués de 8 édifices distribués en 3 complexes. La datation des objets trouvés dans ces édifices était commune avec la date d'expédition de Leif, prouvant alors la présence des Vikings en Amérique avant Christophe Colomb. Maintenant, jetons un coup d'œil à un des grands empires de l'Est, un qui a commencé avec un simple gardien de troupeau d'une tribu lors du 11e et 12e siècle. Cet homme a réussi à unifier son peuple et a mené des expéditions militaires pour former un des plus grands empires de notre histoire. Cet homme est Gengis Khan et ceci est l'histoire de son empire mongol. Tout cela a commencé avec Temujin, un gardien de troupeau mongol, portant le nom d'un prisonnier de guerre que son père avait capturé. À un jeune âge, il devient orphelin et est exilé de sa tribu. Ensemble avec son frère Jamukha, pendant leurs jeunes années, ils sont embarqués dans plein d'aventures, durant une desquelles Temujin est temporairement devenu un esclave. Plus tard dans leur vie, les deux frères sont devenus des rivaux, unifiant chacun des tribus mongoles de leur côté. Jamukha défiait la nobilité des régions environnantes, tandis que son frère forgea des alliances et répartit la richesse selon une base de mérite. Plus tard, en l'an 1206, des hommes de Jamukha l'ont trahi et lui ont apporté à son frère. Temujin, considérant la trahison comme le pire crime, exécuta les traîtres et, sous la demande de son frère, lui donna une mort honorable. C'est à ce moment que le jeune Mongol prit le nom qui sera connu par tous, Gengis Khan, voulant littéralement dire souverain universel. Pendant les années suivant l'unification des tribus mongoles, Gengis Khan étendra l'influence et le territoire de son empire grâce à ses campagnes de guerre. Grâce à la mobilité et la férocité de ses soldats, le grand Khan a réussi à dominer tous les peuples se trouvant aux alentours de la Mongolie. Il meurt en 1227, après avoir réprimé des rébellions à l'est de son empire. À la suite de sa mort, de nombreux autres chefs ont poursuivi ce qu'il avait commencé, annexant des territoires voisins jusqu'à atteindre son apogée sous Kubilai Khan lors du XIIIe siècle. Après son règne, aucun autre Khan dirigea l'empire qui s'est divisé en plusieurs États, chacun contrôlé par un chef. Éventuellement, chacun des territoires a été annexé ou a lentement perdu son pouvoir jusqu'au XIXe siècle,
lorsque le dernier État rencontra sa fin. À son apogée, l'Empire mongol était le deuxième plus grand empire de l'histoire de l'humanité, battu seulement par l'Empire britannique. Malgré la technologie limitée de son époque, Temujin, un simple gardien de troupeau, a pu créer un empire qui durera pour près de 700 ans. Entre le 8e et 19e siècle fut une longue partie de l'histoire du Japon. Pendant cette période, les samouraïs, des guerriers, étaient très importants. Le premier guerrier samouraï fut constitué sous la nécessité de plusieurs familles de protéger leurs terres. Certains clans devinrent si puissants qu'ils réussirent à faire trembler le pouvoir central impérial. L'Empire décida d'utiliser ces guerriers pour assurer la sécurité de ses membres, la stabilité des régions et pour continuer la conquête des territoires au nord. Ces samouraïs sont distincts d'antérieurs guerriers japonais par principalement leur esthétique. Ils portaient une coiffure caractérisé par le rasage d'une partie du crâne. Il portait un kimono sans aucun type de protection ou armure. En 1180, le Japon passe par une période de guerre civile nommée la guerre de Genpei. De puissants clans de guerriers s'affrontèrent pour s'assurer du contrôle de leur cour impériale. Cette période finit par créer un gouvernement militaire jusqu'en 1868. Le Japon est réorganisé pour favoriser les familles des guerriers. Une noblesse militaire émerge. Celle-ci réorganise les cartes politiques et économiques japonaises. L'empereur est encore présent, mais ne détient aucun vrai pouvoir. Au 15e siècle, le pouvoir central est diminué à la suite de plusieurs guerres de succession. Cette période de troubles marque l'apogée de la domination militaire. Elle se poursuit jusqu'au 17e siècle. À partir de cette date, le Japon entre en paix, dans lequel les samouraïs disparaîtront. Et voilà les civilisations passées. Nous aussi resterons dans l'histoire, mais comme une ère d'avancement technologique. Ceci conclut les anciennes civilisations. Joignez-nous la semaine prochaine pour apprendre plus sur notre monde. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur l'émission sur notre compte Instagram @radio.felix ainsi que nous envoyer des suggestions de thèmes dont vous voudriez vous informer plus, puis vous mettre à jour sur les thèmes musicaux de la semaine. Venez ce midi pour écouter la musique au thème de l'amour en vue de la fête des mères. Nous sommes Saviez-vous et on se voit à 12h30.